Bonsoir à toutes et à tous. Alors, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a récemment assisté aux célébrations organisées par les Émirats arabes unis à l'occasion de leur fête nationale. Sans plus attendre, on va parler des relations avec les Émirats arabes unis, bref, de la situation au Proche-Orient, dans la région, des relations avec l'Arabie saoudite, pas mal de dossiers. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Assam Abdel Fattah. Bonsoir Dr Assam Abdel Fattah, vous êtes professeur d'analyse de discours politique. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Monsieur le Général Saïd Abdel Fattah, bonsoir Monsieur le Général, vous êtes expert en sécurité, vous êtes général de police, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, mais permettez-moi de corriger le nom, c'est Saïd Fattah. Saïd Fattah, voilà, tout à fait, Saïd Fattah. Je commence en fait tout de suite avec les relations avec les Émirats arabes unis. Donc les Émirats arabes unis ont soutenu l'Égypte au cours des dernières années, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, des relations qualifiées d'étroites. Voilà, comment voyez-vous cette visite ? D'abord, sur le plan économique, c'est ce qui est déclaré, le dit et le non-dit. Enfin, c'est le dit, bien sûr, ce sont des relations pour renforcer les relations bilatérales entre les Émirats arabes unis d'un côté et l'Égypte. Vu que c'est vrai, les Émirats arabes unis soutiennent l'Égypte financièrement depuis 30 juin. Et il y a beaucoup de projets en fait soutenus par les Émirats, il faut le dire, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, même le secteur de l'éducation, le secteur de projets économiques, investissements, et même les États-Unis, les Émirats arabes unis. On a vu des délégations des Émirats au cours des grandes conférences tenues à Sharm el-Sheikh d'investissement. Et c'est-à-dire, dans toutes les instances ou bien toutes les manifestations économiques en Égypte, les Émirats arabes unis ont leur présence dans ces manifestations. Ça, ce qui est dit. Mais ce qui est peut-être non dit, c'est quoi? D'abord, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pour assister à la fête nationale, c'est vrai, et aussi pour s'entretenir des problèmes qui concernent le Moyen-Orient, la crise syrienne, le Yémen, la Libye en même temps, et aussi, c'est à côté de l'économie. C'est bien. D'un autre côté, ce qui n'est pas dit, et c'est ce que vraiment, ça, c'est dans ce cas, on doit se lancer dans les analyses des observateurs, c'est que les Émirats arabes unis mènent une sorte de médiation entre l'Égypte et l'Arabie saoudite, vu que les relations entre les deux pays sont assez tendues pour plusieurs raisons. Il y a des dossiers qui restent ouverts et qui ont exprimé en fait un désaccord sur le plan diplomatique, politique, depuis le jour où l'Égypte a accepté, en fait, a consenti, ou a soutenu la proposition russe en ce qui concerne la crise syrienne. C'est-à-dire que là, vraiment, ce qui a stupéfait la diplomatie saoudienne, et même d'autres pays certainement, qui sont proches de l'Arabie saoudite, parce qu'ils étaient étonnés de l'Égypte, comme si l'Égypte devait justement soutenir la position de l'Arabie saoudite. Enfin, le problème essentiel, c'est que l'Arabie saoudite estime que l'opposition syrienne, il faut soutenir l'opposition syrienne contre le régime, il faut que le régime de Assad parte, alors que l'Égypte, là, selon la vision égyptienne, c'est qu'il faut maintenir le régime syrien pour éviter que la Syrie se transforme en bourbier, à l'instar de la Libye, par exemple, pour éviter le chaos qu'on a vu en Libye. Et ça, c'est le point essentiel. Mais il y a certainement d'autres dossiers, bien sûr. Certainement. Lorsqu'on parle justement de ce désaccord entre l'Égypte et l'Arabie saoudite, là, il faut dire qu'avec certaines divergences, il faut dire aussi que les relations entre les deux pays sont solides sur d'autres questions. Là, on va par exemple parler, ou vous me corrigez là aussi, parce que l'Égypte et l'Arabie saoudite forment toujours cette coalition au Yémen, voilà, cette coalition arabe au Yémen. Donc, apparemment, cette question d'intérêt. Lorsqu'il s'agit d'intérêts communs, il faut dire que les pays gardent ou travaillent justement pour garder justement cet intérêt, pour protéger cet intérêt commun. Aujourd'hui, comment voyez-vous la situation? Est-ce que l'Égypte et l'Arabie saoudite peuvent vraiment continuer à avoir un désaccord sur certains points, sur certains dossiers, alors
que, que sur d'autres dossiers, la coopération se poursuit sans problème? Comme nous le savions nous tous, notre pays, bien sûr, a de très bonnes relations avec tout le monde en général. Et bien sûr, surtout avec les pays arabes et surtout le Golfe. Ce qui se passait très récemment, il y a quelques mois, entre l'Égypte et l'Arabie saoudite, ce sont des échanges de points de vue. Mais je trouve, de mon point de vue personnel, que bien sûr, c'est un problème culturel, plus ou moins, de la part de l'Arabie saoudite. Ils insistent, comme nous le savions nous tous, bien sûr, l'Égypte et l'Arabie saoudite sont considérés les deux grands pays parmi les grands pays arabes. C'est pour cette raison, je tiens à dire que nous avions des très bonnes relations, mais ce qui se passait très récemment, il y a quelques mois, ce n'est pas quelque chose de grave. Chaque responsable, parmi les deux grands responsables, bien sûr, tiennent à présenter son point de vue, qui n'est pas assez d'accord avec l'autre personnage. Tandis que l'Arabie saoudite, je tiens à dire qu'ils sont un peu loin, bien sûr, d'une certaine vision égyptienne. Mais je tiens en même temps à expliquer quelque chose de très important, que ça ne va pas durer, ce désaccord-là, ça ne va pas durer pour une longue durée. Je crois qu'avec l'intervention de quelques pays arabes, et surtout l'Émirat, je crois que nous pourrons résoudre ce problème très prochainement, pour l'intérêt et le bénéfice des deux grands pays arabes. Voilà, pour l'intérêt des deux pays arabes, là, lorsqu'on parle encore une fois de cette question d'intérêt, certainement les relations entre les pays arabes dépassent de loin cette question d'intérêt. Mais là où il faut dire aussi que la région, toute la région passe par une sorte de crise, de changement. Il y a aussi d'autres pays qui ne sont pas arabes, des pays de la région, qui certainement observent de près ou de loin les relations entre l'Égypte et l'Arabie saoudite. À quel point est-ce que vraiment cette tension, vous l'avez qualifiée de tension, je ne sais pas, moi j'ose pas dire tension, mais voilà, ça c'est le terme utilisé, employé, on a recours vraiment à ce terme pour justement qualifier les relations entre les deux pays aujourd'hui. À quel point cette tension peut-elle profiter à d'autres pays de la région? Mais moi, j'avais l'intention d'aller plus loin. En fait, voilà. Quand je me suis borné à dire attention, voilà. j'aurais voulu peut-être. Vous pouvez aller plus loin, moi non. Mais non, parce que, écoutez, parce qu'en ce qui concerne, nous sommes confrontés à deux points de vue. C'est-à-dire le point de vue de mon collègue, il a raison, c'est-à-dire que les relations sont solides. Mais il y a aussi une autre position sur le plan politique, et à travers la lecture de discours, en fait. C'est que... Docteur Sam Al-Fateh, oui. Est-ce qu'on peut continuer juste une petite pause parce qu'apparemment on a un tout petit problème technique, on va essayer de régler ce problème. D'accord, sans problème. Et on reprend juste à partir de ce point. Oui, absolument. Voilà, on vous laisse avec une petite pause, on se retrouve juste après. Ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct. La situation économique en Égypte, où on est exactement. De la situation en Irak où la violence atteint des sommets. Nous allons également parler de la Syrie avec la participation ou la non-participation de l'opposition à la conférence Genève 2. C'est dans la joie et la bonne humeur que les Égyptiens sont descendus par milliers pour célébrer les 40 ans de victoire de la guerre d'octobre. La rédaction de la nouvelle constitution va s'inspirer des anciennes constitutions, mais avec les revendications de janvier 2011 et de 30 juin 2013. Direct aux horaires suivants sur Nile TV International. Voilà, de retour, docteur Hassan Abdel Fattah, en parlant justement des relations avec l'Arabie Saoudite, enfin l'Égypte.
Il y a beaucoup de dossiers qui restent ouverts et que certains disent voilà, ce qui se passe actuellement va disparaître, le malentendu ou bien le désaccord. Mais il y en a d'autres qui estiment en fait qu'il y a des dossiers très difficiles, des dossiers épineux. À titre d'exemple, ça c'est certainement le premier dossier, c'est la crise syrienne. Il y a quand même un désaccord quasi total entre l'Égypte et l'Arabie saoudite. Lorsque l'Arabie saoudite s'attendait à ce que l'Égypte, bien sûr, intervienne pour, se rallier du côté de l'Arabie saoudite, avoir la même diplomatie, avoir la même vision politique, c'est-à-dire en considérant que le régime de Assad, c'est le régime illégitime qui devrait partir, alors que pour l'opposition syrienne, c'est l'opposition en fait qui représente la légitimité. Or, l'Égypte n'est pas d'accord du tout sur cette vision, étant donné que quand il y a par exemple un pays qui s'écroule, comme par exemple la Syrie, quel que soit le problème du régime syrien, il faut autant que possible sauver le régime, et puis après on pourra discuter les problèmes de démocratie pour éviter sauver le pays. Sauver le pays, bien sûr. Parce que c'est d'ailleurs et le peuple. Et le peuple. Voilà. Est-ce que je peux oser poser la question ou me demander, donc, est-ce que la position de l'Égypte est nouvelle? Certainement, lorsque l'Égypte a voté pour la décision russe, voilà, ça c'était une position claire. Mais la position générale de l'Égypte, c'est pas nouveau? Non, c'est pas nouveau du tout. Voilà. Et puis après, il y a quand même d'autres conditions qui interviennent, parce que lorsqu'on voit, l'Égypte est entourée, par exemple, de la Libye, et voit que vraiment la Libye, il n'y a pas de gouvernement, il y a deux gouvernements, il y a aussi une opposition, on ne sait même pas exactement qui vraiment fait la guerre à qui. C'est ça le problème. Et puis après, certainement, avec le danger daïchiste et le problème, le danger islamiste, on a vu la même chose en Irak. On a vu l'Irak est vraiment passé par une tragédie. Alors, pour éviter que la Syrie, qui est un pays important pour l'Égypte aussi, complètement s'écroule, comme je viens de dire. Donc, il faut autant que possible, coûte que coûte, maintenir le régime, quels que soient vraiment les caractères de ce régime dictateur ou bien tyrannique ou n'importe, despotisme. Mais le problème, c'est qu'il faut sauver le pays. Et puis, ça, c'est aussi l'avis de la Russie. La Russie, c'est ça, c'est-à-dire... Et puis après, il y a une chose très importante, c'est que le régime syrien actuellement qu'est-ce qu'il fait? Il prend en charge de combattre qui? L'opposition. Mais nous avons aussi des éléments terroristes qui se mêlent aussi de l'opposition, qui se mêlent des citoyens civils. Ça, c'est très compliqué. Ça, c'est l'opinion de l'Égypte, et certainement l'Arabie saoudite n'est pas d'accord du tout. L'Arabie saoudite veut le départ du régime, et puis soutenir l'opposition libre syrienne. Donc l'Égypte n'est pas d'accord, et c'est un dossier très difficile, épineux. Et là, vraiment, l'Égypte a sa propre diplomatie, a sa propre position politique. Là, vraiment, c'est le problème. Je n'arrive pas à savoir comment peut-on surmonter ce problème. Ouais. Et même, on a vu même que le diplomate, le représentant de l'Arabie saoudite aux Nations Unies, vraiment, et lui, il a reproché à l'Égypte, en fait, d'avoir adopté cette position. Il faut aussi passer à un autre dossier très important. Le dossier, bien sûr, nous avons deux dossiers importants. En fait, le dossier de Yémen. Est-ce que je peux revenir justement sur le dossier du Yémen, mais j'aimerais justement continuer avant de laisser cette question qui concerne directement l'Égypte et l'Arabie saoudite. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la position de l'Égypte et cette tension, voilà, à quel point ça peut affecter les relations entre les deux pays, c'est-à-dire... Est-ce qu'il y a une sorte d'échange? Certainement l'Arabie saoudite, elle aussi, tout comme les Émirats arabes unis, bref, un peu plus peut-être parce que l'Arabie saoudite n'a pas seulement soutenu l'Égypte économiquement, mais aussi politiquement lors du 30 juin et après, voilà. Justement, est-ce que l'Égypte vraiment... je ne sais pas comment qualifier ça ou le traduire en termes, mais justement... Les relations ont été tellement étroites et fortes ces dernières années. À quel point cette position égyptienne peut-elle justement bouleverser un petit peu les deux grands pays ne pourront pas s'éloigner pour une grande période. Très prochainement, ils vont reprendre les négociations. Il y aura des entretiens dans quelques prochaines semaines entre les deux grands responsables. Notre président d'une part,
et bien sûr le responsable saoudien, en essayant de réduire tous les petits conflits qui sont entre les points de vue de chaque grand responsable de son pays. Mais je tiens à dire, si vous me le permettez, il faut qu'on respecte, chaque pays doit respecter le point de vue de l'autre pays. Bien sûr, chacun parmi ces grands responsables a sa propre vision qui doit être bien respectée. Mais à la fin, j'espère dorénavant ou très prochainement, ils seront très d'accord à avoir des mêmes points de vue. Voilà, les mêmes points de vue, ça va être un petit peu difficile. À quel point, justement, cette divergence de position entre l'Égypte et l'Arabie saoudite peut-elle vraiment avoir ses impacts aussi sur la crise syrienne? Parce que là aussi, on parle d'un besoin régional d'avoir des points de vue plus ou moins... je ne sais pas comment dire, mais qu'il n'y ait pas aussi de divergence ou qu'il n'y ait pas de divergence aussi profonde entre deux grands pays de la région. Ça risque vraiment d'affecter ou d'avoir des répercussions sur la question syrienne. Il y a quelques rumeurs qui sont présentées pendant les quelques derniers jours en disant que pendant cette dernière visite au pays des Émirats, peut-être il y aura un entretien entre le roi saoudien et notre grand héros, le président El-Sisi. Mais malheureusement, ils ont essayé d'approcher les points de vue des deux grands responsables, mais je suis désolé de dire qu'il n'y a pas eu une très bonne occasion pour essayer de mettre fin ou d'essayer de réunir les deux grands responsables. Et en prendra en considération, bien sûr, quelque chose de très important, c'est que vous me permettez, c'est que notre grand héros, le président, est rentré, bien sûr, après avoir effectué cette visite hier. Juste avant l'arrivée, voilà. Le roi saoudien, il s'est dirigé tout à fait directement. Il faut prendre en considération quelque chose de très important, c'est qu'il est en train de visiter 4 pays. Il a commencé par les Émirats. Vous alliez au Koweït, bien sûr. Je ne sais pas, il est au Bahreïn, oui, à Qatar. Bien, pour quelle raison vous n'avez pas essayé d'effectuer votre visite en commençant par les 3 autres pays et à la fin, par exemple... Quelle que soit la raison, c'est une question à gérer par la présidence. Et là aussi, il faut préciser que la présidence a insisté justement sur le fait que l'emploi du temps et les dates de la visite ont été respectées. Voilà, je reviens de toute façon sur cette question, mais lorsqu'on parle de la Syrie, lorsque Dr Hassan Abdel Fattah a mentionné l'Irak, ce qui se passe en Irak, en Libye, bref, au Yémen, là, on va parler aussi du patrimoine humanitaire. Donc, je vous invite à suivre justement un commentaire sur le sujet. Là, je rappelle qu'une conférence a été tenue très récemment à Abu Dhabi et qui approuve un fonds pour le patrimoine. L'histoire, c'était que sous l'impulsion de Paris et d'Abu Dhabi, une conférence internationale réunissant des représentants d'une quarantaine d'États et d'institutions privées a approuvé hier la création d'un fonds financier et d'un réseau de refuges pour protéger le patrimoine en période de conflit. Je vous laisse avec les détails dans ce commentaire signé Dalia Karam et on se retrouve juste après. Réunie depuis vendredi, la conférence d'Abu Dhabi sur le patrimoine en danger a été convoquée à la suite d'une série de destructions commises ces dernières années par des terroristes en Irak, en Syrie, au Mali et en Afghanistan. Nous nous engageons à poursuivre 2 objectifs ambitieux et pérennes pour garantir la mobilisation de la communauté internationale en faveur de la sauvegarde du patrimoine, affirme la déclaration d'Abu Dhabi. D'une part, la constitution d'un fonds international pour la protection du patrimoine culturel en péril en période de conflit armé qui permettrait de financer des actions préventives ou d'urgence, de lutter contre le trafic illicite de biens culturels ainsi que de participer à la restauration des biens culturels endommagés. D'autre part, la création d'un réseau international de refuges pour sauvegarder de manière temporaire les biens culturels mis en péril par les conflits armés ou le terrorisme sur leur territoire dans un pays limitrophe ou en dernier ressort dans un autre pays en accord avec les lois internationales à la demande des gouvernements concernés. M. Hollande a confirmé que le siège du fonds financier serait à Genève et que l'objectif était de réunir au moins 100 millions de dollars dont 30 seront versés par la France.
D'autres États, dont des monarchies du Golfe et la Chine, ont signalé leur disposition à un effort financier sans cependant préciser de montant. Certains pays, comme la Bosnie-Herzégovine et le Sénégal, ont exprimé leur disposition à faire partie du réseau de refuge, mais d'autres, comme l'Égypte, ont exprimé des réserves en raison de questions de souveraineté. Parlant à la tribune, le Premier ministre grec Alexis Spiras a déclaré que le processus de zone refuge devait être la dernière option et que des garanties devaient être fournies pour la restitution en toute sécurité d'un bien culturel au pays propriétaire. La conférence d'Abu Dhabi a sollicité l'appui du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la réalisation de ces projets. Un responsable français a évoqué l'adoption d'une résolution pour fixer des normes en matière de protection du patrimoine. Une conférence de suivi qui sera organisée en 2017 permettra notamment d'évaluer la mise en œuvre des initiatives lancées à Abu Dhabi et des premiers projets financés par le Fonds international. Parmi les chefs d'État présents samedi figuraient les présidents du Mali, du Yémen et d'Afghanistan ainsi que l'émir du Koweït. La conférence sur le patrimoine en danger s'était tenue en marge de l'achèvement du Louvre d'Abu Dhabi, voulu comme le premier musée universel dans le monde arabe et un symbole d'ouverture et de tolérance. Monsieur Hollande, qui a renoncé à briguer un second mandat, a visité samedi le site du musée qui sera inauguré en 2017. Il a dit que le Louvre d'Abu Dhabi a le pouvoir d'envoyer un message de paix, de dialogue, de compréhension et d'intelligence. Aujourd'hui, donc, alors qu'on parle du patrimoine et de la sauvegarde de ce patrimoine mondial, certainement, et vous avez déjà mentionné, Dr. Samad Fattah, que la Syrie est en train de s'écrouler. Là, il faut dire que la Libye, c'est déjà, voilà, ça c'est le cas où on a voulu éviter le scénario, c'est-à-dire que le scénario libyen se réalise encore une fois en Syrie. Ça, c'est une chose, mais il y a aussi un dossier très important. Celui du Yémen. Yémen, parce que jusqu'à maintenant, la diplomatie saoudienne, en fait, n'arrive pas à comprendre la position égyptienne vis-à-vis de la... Est-ce que peut-être l'Arabie saoudite s'attendait à ce que l'Égypte participe très activement, disons, à la coalition menée par l'Arabie saoudite contre les Houthis au Yémen? Or, l'Égypte, quand même, a sa propre diplomatie, aussi sa propre vision politique, c'est-à-dire qu'il faut d'abord... c'est éviter autant que possible les conflits armés. Ça, je pense que ça, c'est la diplomatie même. Et ça, c'est la philosophie de l'armée égyptienne. On évite autant que possible les conflits armés et qu'on doit justement rallier tous les belligérants autour de la table de négociation. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi autre chose aussi, c'est que selon les... certainement, il y a des nouvelles qui circulent là, ici et là, partout. On dit que, par exemple, le roi de l'Arabie saoudite, quand il a voulu visiter l'Égypte, il a refusé. Il a dit, bon, moi, c'est mon avion n'atterrirait pas sur le sol égyptien avant que les deux îles Sanaf et Rétiran soient restituées aussi à l'Arabie saoudite. Est-ce que vous pensez que justement cette question de l'île, des deux îles, oui, est en rapport avec cette tension entre les deux pays? Non, alors que je sais pas alors que le gouvernement égyptien l'a déjà, pour le gouvernement égyptien, ces deux îles sont... Non, c'est-à-dire quand on analyse par exemple un discours, bien on analyse par exemple la situation. Là, on essaie en fait de quoi? De justement chercher les fils conducteurs ou bien de voir exactement les possibles scénarios. Moi, je suis en train de vous dire tous les scénarios racontés par les observateurs. Mais en ce qui concerne ma position, c'est-à-dire, il y en a même qui sont allés trop loin, pour dire, et ils ont exagéré en disant que, écoutez, je pourrais résumer la relation entre les deux pays en un proverbe égyptien. Hein, je ne t'aime pas, mais je ne peux pas vivre sans toi. Ah, voilà. Mais voyez, mais il faut dire que certainement l'Arabie saoudite a pris en charge de soutenir l'Égypte. Oui, mais lorsque, par exemple, le problème devient comme un fondamental, c'est-à-dire il touche la philosophie de la diplomatie égyptienne, là c'est très difficile. Hein. Et ça, c'est un des dossiers. C'est-à-dire que moi, on est en train de chercher les raisons et les causes et de donner des explications à partir du contexte de la réalité. Là, mais il y a le dossier Yémen, le dossier aussi syrien, et bien sûr, n'oubliez pas, c'est-à-dire que lorsque l'Égypte a proposé aussi d'instituer ce qu'on appelle l'armée de la Ligue arabe, l'armée arabe, c'est-à-dire faire une unité militaire de l'armée arabe. Là, vraiment, qui s'est opposé à ce projet? C'est l'Arabie saoudite.
Donc, il y a une divergence de vue, il y a un désaccord. C'est-à-dire que deux diplomaties différentes, mais je ne peux pas vous reprocher de ne pas avoir adopté, par exemple, ma position, parce qu'il y a quand même des intérêts de chaque pays, il faut quand même respecter la diplomatie de l'autre. Voilà, surtout si cette diplomatie est toujours claire. Voilà, l'Égypte n'a pas changé sa diplomatie, sa vision vis-à-vis des questions régionales. Voilà, peut-être avec ce qui s'est passé en Égypte au cours des dernières années, ce rapprochement avec l'Arabie saoudite, certainement, peut-être l'Arabie saoudite s'attendait peut-être à une position différente de la part de l'Égypte. Là, si on essaye de lire entre les lignes, quand vous le mentionnez. Mais n'oubliez pas aussi qu'un dossier qui était quand même, certains disent, voilà, c'est un dossier très délicat, lorsque l'Arabie saoudite a accueilli, avec des festivités bien entendu, le Premier ministre éthiopien. Le Premier ministre éthiopien, et que l'Arabie saoudite a proposé aussi je pense, d'investir à peu près plus de 5 millions, je ne sais pas combien, 50 millions ou 5 millions, je pense que 50 millions, 50 millions, autant que je me rappelle, 50 millions de dollars sur les projets économiques en Éthiopie, des projets qui, en fait, s'appuient sur quoi? Sur le barrage Ennahda. Ça, c'est... Voilà. On essaie de lire entre les lignes. Voilà, c'est pourquoi on fait des études de discours politique. Oui. Voilà. Monsieur le général, je reviens justement sur cette question parce que ça concerne aussi la sécurité dans la région. Aujourd'hui, les pays non arabes de la région, à quel point peuvent-ils profiter justement de cette tension dans les relations entre l'Égypte et l'Arabie saoudite? Je parle de l'Iran, je parle de la Turquie. Bien sûr, nous savions que l'atmosphère en général n'est pas assez dans une certaine situation convenable pendant cette période-là. Bien sûr, notre grand héros, le président Sissi, a déjà déclaré plusieurs fois dans des différentes occasions en disant « Nous ne voulons pas nous intervenir dans les affaires intérieures de n'importe quel pays ». Bien sûr, un personnage de cette avec tout ce qui essaie de déclarer dans des différentes occasions doit être bien respecté par les autres pays. C'est ce que nous demandons aussi de notre part aux différents autres pays, quels que soient ces pays voisins, arabes, dans le Golfe, n'importe quelle soit la nationalité. Il faut qu'eux aussi respectent bien sûr notre pays. Nous sommes considérés un des grands pays dans le monde arabe et dans le monde en général. C'est ce que je tiens à dire, que nous devions nous respecter les uns et les autres. Voilà. À quel point ce désaccord peut affecter les questions régionales, le dossier syrien, le dossier yéménite, la Libye, l'Irak aussi, parce qu'on a tendance à oublier un petit peu, à laisser tomber ce qui se passe en Irak, alors que l'Irak n'existe presque plus, je veux dire, en tant qu'entité. Voilà, l'Irak a beaucoup changé, même avec les efforts déployés par l'armée, en regagnant certaines villes et ainsi de suite. Il y a aussi la question palestinienne. Voilà, oui. Tous ces dossiers restent ouverts, oui. Alors que les deux pays dits les plus forts de la région devaient avoir plus d'accord sur ces questions. Oui, parce que les raisons de convergence, enfin, les raisons qui permettent certainement de relier les pays, enfin, disons, de réconciliation, sont beaucoup plus fortes, certainement, de loin, très plus fortes que les raisons de divergence. C'est-à-dire que, d'abord, tous les pays arabes considèrent que l'Égypte et l'Arabie saoudite comme les plus grands pays, en fait, du monde arabe, et que, bien sûr, c'est-à-dire que toutes les politiques, disons, moi je dirais que toutes les politiques de tous les pays arabes, et aussi tous les problèmes qui préoccupent le monde arabe, ne seront jamais résolus que via l'Arabie saoudite ou bien via l'intervention de l'Arabie saoudite et l'Égypte. C'est l'Égypte toujours quand il y a par exemple une crise palestinienne, c'est l'Égypte qui intervient à l'Arabie saoudite de même, bien entendu. Donc, c'est-à-dire les deux leaders du monde arabe. Et ça, c'est de ce contexte, à partir de ce contexte, ou bien c'est un constat important. Ce constat-là permettra certainement de réconcilier les deux pays. Et que si il arrive parfois dans l'histoire comme ça, il y a un désaccord ou il y a une divergence qui peut par exemple dégénérer un petit peu, mais voilà, on peut toujours aspirer vraiment à
à une rencontre, une réconciliation. Et on termine alors sur ce point de réconciliation. Oui. Voilà, j'aime bien. Je vous remercie infiniment parce que le temps presse. Oui. Voilà, je remercie infiniment docteur ou monsieur Saïd Abdel Fattah. Vous êtes général de police, vous êtes ex-général de police et vous êtes expert en sécurité. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Et docteur Assam Abdel Fattah, vous êtes professeur d'analyse de discours politique. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Et madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.